Speak. 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 Le Speak. Quand l'économie prend la parole. Le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne. Speak. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Speak, le podcast qui donne la parole à l'économie. Pour animer ce rendez-vous, Mickaël Mussard, chargé de communication et marketing du PIC. Et Stéphanie Merzé, journaliste à La Montagne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mickaël. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet véritablement crucial pour l'avenir, la mobilité, donc en Auvergne et plus particulièrement dans le Puy-de-Dôme et à Clermont-Ferrand. Alors, pourquoi devons-nous changer nos habitudes de déplacement ? Quels en sont les enjeux ? Quels seront les moyens mis à disposition pour y parvenir aussi bien auprès des particuliers que des entreprises ? Et est-ce que les citoyens vont suivre le mouvement, vont suivre cette transition ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir donc 3 invités. Donc François Rage. Bonjour. Donc vous êtes vice-président de Clermont-Auvergne Métropole en charge des mobilités durables et vous êtes également président du CMTC. Tout à fait, qui s'occupe des mobilités sur le territoire de la métropole et un peu plus large. Très bien. Nous avons également avec nous donc Françoise Bernard. Vous êtes donc chef de projet à Orbimob, donc une association pour la transformation des mobilités territoriales durables. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et également donc Frédéric Fouquet, fondateur de DT Fleet Solutions, une société clermontoise experte en mobilité pour les entreprises. Bonjour Stéphanie, bonjour Mickaël. Bonjour. Alors pour commencer, tout simplement, pourquoi nos modes de déplacement et nos habitudes en fait, de déplacement doivent-elles changer ? Quel est l'enjeu et est-ce que c'est vraiment inévitable ? Alors qui veut se lancer ? Vous battez pas. Oui, c'est inévitable. Parce qu'il va falloir décarboner. Tous les indicateurs sont là et de nous dire qu'il faut absolument faire quelque chose pour décarboner. Et le transport est un des moyens de le faire puisque c'est un gros émetteur de polluants et beaucoup trop de CO2, qui n'est pas un polluant, mais il y en a beaucoup trop. Aujourd'hui, dans le monde du transport, c'est 30% d'émissions de CO2. Donc on mesure que c'est sur ce domaine-là qu'on a des marges de progrès, mais ces marges de progrès, elles doivent être partagées avec l'ensemble de la population et aussi des entreprises. Et c'est ce qui nous anime tout au long des projets qu'on essaye de mener. Oui, j'ajoutais, effectivement, les entreprises sont de plus en plus sensibles à ça, avec effectivement le côté politique RSE qui prend en compte cette problématique-là de réduction des émissions de CO2. Alors la question qu'on se pose pour notre territoire, c'est savoir si on est à la hauteur de ces enjeux. Alors j'ai envie de vous dire, quand on voit les travaux qu'il y a à Clermont, on se dit qu'il se passe quelque chose. François Rage, dites-nous tout. Oui, alors parce que en fait, vous faites allusion au projet Inspire. Tout à fait. Il n'est pas que un projet de mobilité, c'est bien sûr un projet de mobilité puisque l'idée étant de favoriser et de rendre facile l'utilisation du transport public, mais aussi de l'utilisation du transport, ce qu'on appelle nous les mobilités douces ou actives, le vélo et la marche à pied. Mais c'est aussi un projet urbain qui aménage l'espace public d'une nouvelle façon. En fait, c'est une nouvelle répartition de l'espace public, un peu plus de place pour les piétons, pour les vélos, pour le transport public, pour la végétalisation, parce que ça participe aussi aux questions d'émissions de CO2, et un peu moins pour la voiture. Donc c'est ces nouveaux équilibres qu'on essaye de trouver. La mobilité en tant que telle, elle est essentielle, mais elle s'accompagne d'aménagements urbains pour que chacun y trouve son compte. Vous parlez de la végétalisation. C'est un petit sujet que j'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux il y a peu, où certains pointent du doigt le fait qu'on aurait peut-être pu aller plus loin après, dans la phase de travaux et de repenser encore un peu plus l'espace avec plus de végétalisation. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre quand ils disent que finalement on est resté trop minéral ? Alors, on a toujours envie d'aller un peu plus loin et tout le monde pense qu'il a la bonne solution et qu'il est ingénieur justement de travaux publics. Partout où on a pu planter des arbres, on a pu faire de la végétalisation, on l'a fait. Les endroits où il n'y a pas d'arbres de planter, c'est parce que par exemple, il y a des réseaux qui sont en dessous. Et quand il y a des réseaux, on ne peut pas planter de la même façon que quand il n'y a pas de réseau. Donc on a fait le maximum sur tous les espaces où c'était possible. On l'a fait. Alors on peut considérer que c'est jamais suffisant, mais c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre des espaces végétalisés, mais des espaces aussi où on peut utiliser son vélo. Sur une piste cyclable, vous n'allez pas planter des arbres, sinon c'est plus une piste cyclable. Donc là, je crois qu'on est sur un bon compromis. L'idée étant, sur ce projet Inspire, c'est aussi de complètement reformater le réseau de transport en commun, puisqu'on avait des villes dans la métropole qui n'avaient pas de ligne
de bus comme Orsine, Saint-Genès-Champanel. Et donc, à travers cette restructuration du réseau qui va s'appuyer sur 3 lignes fortes, la ligne de tramway, la ligne B et la ligne C, qui vont passer en électrique, donc décarbonation, et le réseau va s'articuler autour de tout ça. Donc, on espère passer de 33 millions de voyages par an à 55 millions dans 10 ans. On mesure le choc que cela va provoquer et donc d'ici, en conséquence, la baisse du nombre de voitures utilisées. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au niveau de la refonte, de la restructuration justement du plan des transports en commun de Clermont et de sa métropole, vous avez identifié des endroits effectivement qui étaient en zone blanche, on va dire. C'est quoi en fait la logique de cette refonte? En fait, ce qu'on a identifié, c'est les évolutions qui se sont opérées depuis la mise en place du réseau actuel, qui a à peu près une vingtaine d'années. Il y a eu un vieillissement de la population dans certains endroits, il y a eu des quartiers qui ont été créés, il y a eu des entreprises qui sont installées, il y a eu des pôles, on appelle ça des pôles générateurs de déplacement qui ont l'hôpital Estin par exemple qui n'existait pas, donc il a fallu relier. Donc on a réactualisé l'ensemble des lieux où il était nécessaire qu'on puisse proposer du transport public et on les a intégrés dans un futur réseau. Pour les pistes cyclables aussi, même logique Alors pour les pistes cyclables, la métropole a un schéma de 250 km de création de pistes cyclables et à ceci s'est ajouté tout au long des 2 lignes B et C, qui sont donc des lignes où la majeure partie du temps le bus est en voie réservée pour lui, ce qui lui permet d'être compétitif. Il va doubler les voitures qui seront peut-être dans des bouchons. En tout cas, on pourra garantir le temps de départ et le temps d'arrivée. La ligne B et C seront accolées, à ces lignes B et C seront accolées des pistes cyclables, donc sur 27 km. Vous parlez justement de l'adaptation qui a dû être menée suite à des nouveaux pôles qui se sont développés. Moi, j'ai envie de tout de suite me projeter dans un futur plus ou moins proche et essayer de comprendre comment a été travaillée la cartographie des déplacements à Clermont, en sachant qu'il y a des nouveaux pôles qui sont en train d'être construits. On est ici aujourd'hui sur le podcast du SPIC, donc du PIC, et avec le projet Katarou de manière plus globale qui est en train de se développer. On attend au PIC plus de 2500 personnes par jour. Quand les pistes seront terminées en 2028, je pense que ce sera facilement autour de 3, 4, 5 000 personnes qui quotidiennement se déplaceront en direction du stade Marcel Michelin, République et Katarou. Comment a été anticipé tout ça au niveau de la métropole? Alors, la stratégie qui a été utilisée, c'est d'aller à la rencontre entre guillemets, des décideurs, ceux qui aujourd'hui sont en capacité d'analyser ce qui se passe et ce qui va se passer demain. Donc, par exemple, les maires des 21 communes, des 23 communes même, puisque c'est le ressort du SMTC, ont été vus 4 fois. Il y a eu une V1, V2, V5, V6, et à chaque fois, on a pu mesurer avec les maires les évolutions qui avaient eu lieu, mais surtout, qu'est-ce qui se dessinait sur leur territoire. Et on a fait la même chose avec la CCI, avec les opérateurs, enfin les chambres consulaires, ce qui nous permet normalement, en principe, d'être au plus proche de la réalité d'aujourd'hui, mais aussi de celle de demain. Dans l'exemple du PIC, par exemple, on a mesuré qu'il y aura 3 stations à moins de 500 mètres. La station de tram, mais aussi 2 autres lignes, une ligne essentielle, puisqu'elles vont être classées comme ça, et une ligne structurante dont les arrêts seront à moins de 500 mètres, et on peut considérer que le futur PIC sera extrêmement bien desservi. Donc, aucun problème pour venir au PIC. Moi, j'ai une question quand même qui me taraude depuis qu'on discute depuis 5 minutes. Où est-ce qu'on en est au niveau des travaux? Est-ce qu'on est dans les temps? Alors là, l'épisode est enregistré en juillet, mais on sortira en août. Est-ce qu'on pourra annoncer à tout le monde que tout va bien pour la rentrée? Où est-ce qu'on en est sur Inspire? Alors, le projet Inspire, c'est un projet extrêmement complexe. Et depuis le début, alors on a eu l'épisode du Covid, il faut se souvenir de ça quand même, quand on a été élu. Les 2 premières années, c'était des épisodes Covid, donc on n'a pas pu travailler de la même façon. Ce projet il a été dimensionné avec la Fédération des travaux publics, en travaillant avec cette fédération, en disant combien vous pouvez mettre de salariés en même temps sur des chantiers. On est tombé d'accord sur aujourd'hui la moitié des salariés de toutes les entreprises de travaux publics du Puy-de-Dôme sont mobilisés sur Inspire. On ne pouvait pas aller plus loin puisque sinon il n'y avait plus de travaux dans le département et mes collègues maires ailleurs, en Berre, Issoire, Orion, auraient été à juste titre plutôt fâchés. Et depuis le début, on a annoncé que fin 2025, on lancerait le nouveau réseau. On est dans ces dates, ça sera entre le 15 et le 20 décembre. On vous l'annoncera, je crois, à la rentrée. Donc, on est dans l'ensemble, dans l'épure de ce qu'on avait annoncé, sachant que là, c'est la première phase. Il y aura une deuxième phase, mais qui ne concernera pas Clermont, qui sera plutôt sur des lieux vers le Zénith, par exemple, où il y a moins de circulation. Il y aura une deuxième phase, et fin 2027, on aura tout... le projet sera achevé, même s'il pourra bien sûr évoluer au fur et à mesure. Donc, on est dans les délais.
Là, on est en juillet. En septembre, je vous dirai encore la même chose, j'en suis sûr. Et on se retrouve pour une grande fête en décembre, le jour de l'inauguration et du lancement de ce nouveau réseau. On a évoqué donc surtout Clermont et sa métropole. Françoise Bernard, qu'est-ce qu'il en est sur un territoire beaucoup plus large, plus au niveau du département, des zones rurales? Qu'est-ce qu'il en est actuellement en termes de mobilité, pardonnez-moi. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que pour le coup, il va falloir trouver d'autres solutions. Alors, il existe sur tous les territoires des navettes, des choses qui sont faites avec le conseil régional, des choses qui sont faites avec on va dire, les intercommunalités. Ça dépend en fait de qui a l'autorité organisatrice des mobilités. Nous, on participe à beaucoup de comités de partenaires et on pointe un peu toutes les problématiques. Elles sont posées. Maintenant, il va falloir trouver des solutions et après, c'est de l'infrastructure à mettre en place, c'est des nouveaux services. Et tout ça, ça ne se fait pas tout seul. C'est comme toute transformation, il faut du temps. J'ai envie de dire, comme le projet Inspire, en fait, tout ça, ça se réfléchit, ça se travaille avec les habitants, avec les entreprises pour essayer de trouver les meilleures solutions. Donc oui, on est sur des projets qui vont être dans des décennies à venir. Mais en tout cas, on peut trouver des solutions intermédiaires. Qui vont, voilà, des types covoiturage, des choses comme ça. On a des expérimentations que nous, on essaye de mener pour trouver des solutions. Mais comme toute expérimentation, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il faut souvent 2 ans d'expérimentation pour se rendre compte si c'est viable ou pas. Il faut un modèle économique aussi derrière pour pouvoir le gérer, parce que c'est pas si simple. Et il faut aussi, cette dernière notion, c'est l'acceptabilité des habitants. Et c'est pas si simple. Nous, on le voit en ce moment sur un projet qu'on travaille dans l'Allier, où on met une navette autonome sur 7 km simplement. Et route ouverte. Donc ça veut dire on partage la navette autonome avec des cyclistes, avec des piétons, avec des bus, avec des camions, etc. Et on se rend compte qu'il y a les curieux qui ont envie d'essayer, puis il y a tous ceux qui disent mais non, mais on ne veut pas de ça au milieu de la route. Donc voilà, on travaille avec des laboratoires qui vont étudier ce côté acceptation, acceptabilité. On travaille avec des chercheurs sur le modèle économique. On travaille avec les autres laboratoires pour voir la navette, comment elle peut évoluer sans trop gêner le trafic, etc. Et après, au bout des 2 ans, on verra. Et je vous dirai si ce type de projet peut être développé. Alors là, on teste sur une zone touristique en se disant qu'on est plutôt bien placé en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme, en ayant plusieurs zones touristiques comme ça qu'on pourrait peut-être désenclaver un peu. Mais c'est vrai que tout de suite, la voiture reste prédominante et le restera encore un petit peu. Oui, alors l'acceptation justement à ces changements, on en parlera plus tard. Est-ce que vous travaillez ensemble? Parce que, donc, comme je l'ai évoqué précédemment, on a parlé de Clermont et donc plutôt côté après rural, mais il y a des connexions forcément. Donc comment vous vous connectez en fait ensemble? Alors, Non, allez-y. la métropole est représentée au sein du conseil d'administration. Et puis, on est chacun sur nos manifestations. On se retrouve sur la plupart des projets qu'on peut mettre en œuvre. Depuis longtemps, on pense, enfin en tout cas tous les deux, et puis tous les gens qui participent aux questions de mobilité, que ce territoire, il pourrait être caractérisé comme un territoire d'avant-garde sur les questions de mobilité. Parce qu'on est à la fois de l'urbain et à la fois du rural, parce qu'on a un tramway par exemple qui est innovant, parce qu'on a le concept de massif central aussi qui existe, et parce qu'on est une entreprise qui est plutôt à la pointe sur les questions de mobilité, parce qu'il y a un écosystème qui s'est créé, parce que le SMTC a beaucoup réfléchi là-dessus, et puis parce qu'aussi il y a une loi qui est passée il y a quelques années qui a imposé en fait que tous ces territoires, ils se soucient des mobilités. Donc soit ils le prennent en direct, soit c'est la région qui le fait à leur place. En tout cas, aujourd'hui, tous les territoires sont structurés pour pouvoir initier et répondre aux besoins de mobilité sur leur communauté de communes, par exemple, ou leur communauté d'agglo. Et c'est là qu'on intervient, moi, avec l'expertise du SMTC. Et puis objectif capital, j'ai dit autre chose, pardon, excusez-moi. Et donc vous, avec aussi l'expertise et puis la capacité à innover que quelquefois on n'a pas complètement sur nos collectivités, où l'innovation, on l'a vu avec le tram sur pneus, c'est intéressant, mais si derrière ça, c'est pas commercialisable, c'est un peu plus compliqué pour nous.
On va parler du RER métropolitain, parce que justement, c'est une solution qui connecte Clermont avec le reste du département et de la région. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On sait que vous aviez fait une étude là-dessus. Voilà, quand est-ce qu'on va avoir un RER métropolitain? Alors sur le camp, je laisserai François Rage répondre. Vous pouvez nous parler de l'étude. Mais nous, effectivement, c'est notre rôle à l'association Ambimob, c'est d'impulser des projets. Quand on a su qu'il y avait des RER métropolitains qui pouvaient être développés en France, on a mené une étude pour montrer que nous, on avait le potentiel. Cette étude qui a été menée avec l'université Clermont-Auvergne, parce qu'on ne fait jamais les choses tout seul, nous, Ambimob, l'idée c'est de faire vraiment des partenariats publics-privés pour faire avancer ces problématiques de mobilité. On a présenté cette étude aux élus. Les élus s'en sont saisis et on dit on y va aussi. Ça a fini de les convaincre, je crois. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que vous avez utilisé le terme RER métropolitain. On a dépassé ce terme. Maintenant, on est sur le SERM, Service Express Régional Métropolitain, parce qu'on ne va pas traiter que de la voie ferrée. Puisque si vous habitez Billon, vous n'avez pas de gare, par exemple. Donc, on va traiter en fait la question des mobilités, à la fois en train, mais aussi en car, et aussi des aménagements de lieux d'intermodalité, comme peuvent l'être les gares, avec création de parvis, de parking, etc. Donc, on est sur un projet qui va prendre beaucoup, beaucoup d'années. Ça va s'étaler. On peut espérer voir les premiers résultats en 2029. En 2029, on devrait avoir du cadencement largement accéléré sur un Brioude-Clermont, un Clermont-Rion, par exemple, ou un Clermont-Vichy, avec un cadencement à la demi-heure pour les trains. Et puis ça continuera en fonction des financements que l'État sera en capacité de nous donner. Il y a une réflexion nationale, je crois que c'est demain, ou après-demain, pardon, que l'État va annoncer certains chiffres, puisqu'on est sur des chocs d'offres, mais aussi des chocs financiers très importants. Je vais rebondir par contre sur un terme que vous avez employé qui est cadence. Et je vais revenir par contre plus sur Inspire et le trambus. Les fréquences doivent être quand même très, très, très fréquentes. Pardonnez-moi, ça se répète un peu. Comment en fait vous avez décidé qu'un trambus allait passer à telle heure, toutes les 5 minutes, ou comment ça se planifie? Alors, ce que l'on sait, c'est que sur du mode lourd, c'est ce qu'on utilise comme vocabulaire, comme le tram, ce qui fait sa force, c'est sa capacité à respecter les horaires sur la durée du voyage, mais c'est aussi sa simplicité d'accès. Sa simplicité via l'information qu'on peut faire aux voyageurs, mais surtout via le fait que quand vous arrivez à un arrêt, vous ne vous posez pas la question de savoir à quelle heure passe le bus. Si vous avez un cadencement qui est de l'ordre du 6 à 8 minutes en période dense, vous y allez, vous savez que vous attendez au maximum 5 minutes. Et donc, on est dans une démarche souple sur laquelle on n'est pas obligé d'anticiper, de prévoir, etc. Donc, c'est ce qui nous a guidés pour la ligne A qui existe et pour la ligne B et C. En fait, on appelle ça trambus parce que ça a les services d'un tram et la souplesse d'un bus, en fait. Ça a les services d'un tram, c'est-à-dire que ça va démarrer le matin à 4h30 et finir le soir à 1h ou 1h30. Et surtout, un cadencement de 6 à 8 minutes qui permet à chacun d'y aller sans se poser la question de est-ce que j'ai bien mon car ou comment on le fait avec le train à telle heure et à telle heure. C'est la souplesse. Un des contre-arguments moi, que j'entends souvent de la part des gens qui s'interrogent, pas forcément des détracteurs, mais des gens qui s'interrogent, qui sont peut-être prêts à franchir le pas, mais qui se posent encore des questions. C'est pas tant la fréquence, parce qu'ils sont convaincus par les arguments que vous avancez, mais plus sur le dimensionnement. Est-ce que finalement, même si les bus passent tous les 5-6 minutes, ils seront capables d'absorber le nombre de personnes qui attendent à ces arrêts? Et est-ce que vous avez anticipé justement le fait que les gens voudront potentiellement changer leurs habitudes et finalement accepter qu'aujourd'hui, il faut laisser la voiture et prendre ces transports en commun, mais qui arriveront devant un arrêt, puis attendront 5 minutes. Effectivement, le bus passera au bout de ces 5 minutes, mais sera plein. Et puis le suivant aussi, puis finalement, on attend 20 minutes. Ce qui est le cas pour le tram actuellement. Ouais. C'est vrai que évidemment. C'est vite blindé. C'est pour ça qu'on se pose la question, puisque pour le tram, c'est le cas. Le tram était prévu au départ à 35 à 40 000 voyages par jour. Aujourd'hui, on est à plus de 70 000, ce qui montre le succès. Dès qu'on met un mode opérant, ça fonctionne. Le projet Inspire, c'est 10 ans de travail, dont 3 ans à peu près de chantier, mais 7 ans d'études qui ont intégré toutes ces questions-là sur le trajet, où est-ce qu'il doit passer, sur justement est-ce qu'il sera bien dimensionné. Après, on peut rajouter aussi sur un système comme le trambus, on peut rajouter des bus s'il y a nécessité, mais aujourd'hui, il devrait être largement adapté, et on peut espérer qu'une chose, c'est qu'à un moment, on soit obligé justement de le redimensionner parce que ça montrera que ça a fonctionné.
Alors, on est tous impliqués par ce changement, les entreprises le sont. Donc, je vais me tourner vers vous, Frédéric Fouté. Comment les entreprises abordent-elles donc ce changement-là? Comment elles voient effectivement le changement vers leur flotte? Comment ça se passe? Alors, les entreprises aujourd'hui abordent cette transition par une combinaison d'obligations légales, de fiscalité liée à l'automobile, de projets volontaires, entre guillemets, et également par rapport également à des actions sociétales et écologiques. Tout d'abord, les obligations réglementaires, ça va être entre guillemets la loi LOM qui a structuré un petit peu toute la mobilité dans les entreprises depuis 2019. Et surtout, les entreprises qui étaient concernées, c'était les entreprises de plus de 50 salariés et plus de 100 véhicules. Mais malgré tout, en fait, même si ça concernait que les grosses entreprises, on s'est aperçu que les entreprises de taille plus moyenne s'impliquaient quand même un peu par ricochet ou fait miroir sur la loi LOM. Ensuite, bien sûr, il y a aussi la fiscalité automobile qui change très régulièrement et pas plus tard qu'au 1er février 2025. Entre autres, l'exonération de taxes sur les émissions de CO2. La taxe également sur les émissions de polluants atmosphériques et depuis cette année aussi cette incitation fiscale qui est liée aux avantages en nature pour les collaborateurs puisque du coup dorénavant lorsqu'une entreprise prend en location ou achète un véhicule électrique, ils peuvent bénéficier d'un abattement de 70% jusqu'à 4 582 € sur les avantages en nature. Ce qui implique quoi? Ce qui implique une économie considérable sur les charges sociales pour les entreprises, mais également moins d'imposition pour le collaborateur. Et qui dit moins d'imposition dit plus de pouvoir d'achat. Donc toutes ces actions-là peuvent permettre aux entreprises d'aller sur la transition écologique de leur parc automobile. Après, le plus compliqué aujourd'hui, pour les entreprises, c'est de comprendre leur mobilité. C'est de comprendre aussi comment les employés, les salariés bougent ou se bougent entre guillemets dans une journée. Et c'est là où on amène des fois de l'expertise sur de la récolte de data qui nous permettent de déterminer, de structurer un plan pluriannuel de mobilité, de changement de la mobilité. C'est ce que disait entre autres M. Rage, c'est pas forcément un projet immédiat, mais c'est souvent des projets à long terme. Et là, du coup, les entreprises changent de manière assez régulière leur mobilité dans le temps. Alors, malgré effectivement des avantages fiscaux, notamment, est-ce que vous sentez des freins de la part des entreprises pour pouvoir mettre en place ces nouvelles mobilités? Alors, plus que des freins, je dirais plutôt des a priori. En fait, des freins, oui, surtout au départ, les chefs d'entreprise ont un a priori sur le coût. Puisque du coup, en fait, souvent, un véhicule électrique de prime abord ou même de développer la mobilité par d'autres solutions de mobilité représente un surcoût par rapport à leur fonctionnement actuel. Malgré tout, en fait, c'est là où on travaille tous ensemble sur démontrer qu'aujourd'hui, la mobilité, par exemple en véhicule électrique ou véhicule plus respectueux de l'environnement, va leur apporter une économie malgré tout sur le coût d'usage. Nous, c'est ce qu'on appelle le TCO, le coût total d'utilisation, où l'on met l'ensemble des dépenses liées à l'automobile et qu'on compare entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Donc clairement aujourd'hui, encore plus avec la loi qui est arrivée au 1er février 2025, le véhicule électrique reste et restera, je pense, encore longtemps, moins coûteux à l'usage qu'un véhicule thermique, clairement. Et puis, en plus, malgré tout, la loi LOM, je reviens à nouveau sur ça, la loi LOM qui a été promulguée en 2019, implique depuis 2021 un certain nombre de pourcentages de véhicules électriques dans les flottes automobiles pour arriver malgré tout jusqu'à 2030 pour atteindre 50% des véhicules d'entreprise renouvelés doivent être en véhicules électriques. Et si les entreprises ne le respectent pas, à l'heure actuelle, il y a des pénalités qui sont imposées aux entreprises. Donc malgré tout, le coût, et comme je disais préalablement, c'est presque plutôt un a priori. Après, le frein principal pour les chefs d'entreprise, c'est, encore une fois, j'y reviens un petit peu, mais c'est la méconnaissance et l'inquiétude du chef d'entreprise pour pouvoir mettre en place du véhicule électrique dans sa flotte automobile.
Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on ne sait pas vraiment si le collaborateur est adapté à l'usage d'un véhicule électrique ou parfois même au tramway, au C-vélo ou un vélo à assistance électrique de manière générale. Du coup, en fait, nous, toujours ce qu'on propose, on fait une étude data, hein, clairement. On récolte de la donnée pendant une durée de 3 à 6 mois qui permettent de voir le nombre de kilomètres qui sont faits par les collaborateurs et comment ils sont faits. S'ils sont faits qu'avec une multitude de trajets de moins de 50 km, s'il y a de nombreux collaborateurs qui font des trajets de plus de 100 ou 200 km, ou même parfois nous nous apercevons qu'il y a des collaborateurs d'entreprises qui sont sur Clermont-Ferrand qui font des trajets avec leur voiture pour faire 900 mètres. Ainsi, on récolte tout ça et on s'aperçoit que du coup, on va donner une vision éclairée au chef d'entreprise et le rassurer. C'est simplement ça, un chef d'entreprise, comme un particulier, comme nous tous autour de la table, des fois, quand on est avec des amis, on a besoin d'être rassuré pour prendre une décision. Eh bien, en fait, le chef d'entreprise, avec ces données-là, cette data-là, il va être rassuré parce qu'il va se dire, mais mince, en fait, mon collaborateur ou mes collaborateurs, 80%, ils sont adaptés à ça. Et on peut dire, bah tiens, sur 18 000 km qui sont faits sur un mois pour une entreprise, qui n'est pas non plus énorme, hein, 18 000 sur 50 voitures, ça va vite. Mais en fait, il y a peut-être 1000 km qui sont faits avec des trajets de moins de 1 km. Et c'est là où intervient après le SMTC et toutes les différentes mobilités qui sont promues par Orbimob. C'est le vélo, la mobilité active, etc. Donc vraiment, aujourd'hui, je pense que le frein principal, c'est vraiment la méconnaissance et l'inquiétude de changer la mobilité. Parce que malgré tout, aussi, si le chef d'entreprise prend une mauvaise décision, ça peut être risqué au niveau RH, parce qu'il se dit, mince, mon collaborateur, je lui ai mis une voiture électrique ou un vélo électrique ou un ticket de bus, alors qu'il n'est pas du tout adapté à ça, la personne peut s'en aller. Et à l'inverse, pour pouvoir prouver quand on va chercher quelqu'un en RH, on sait, tiens, vous allez faire tel type de trajet, il y a ça, il y a le plan de mobilité qui est mis en place, le forfait mobilité durable, etc., qui permet d'aller chercher aussi de nouveaux collaborateurs. Voilà un petit peu. Et justement, François Rage et Françoise Bernard, est-ce que vous, de votre côté, vous travaillez avec les entreprises du territoire pour les accompagner dans cette transition des mobilités plus vertes et plus douces ? Alors nous, on en a fait un axe très important de nos propositions, puisque avec, comme ça a été dit, avec l'obligation par la loi LOM aux employeurs de plus de 50, je crois que c'est 50 salariés maintenant d'ailleurs, d'avoir un plan de mobilité employeur, on s'est retrouvé avec des entreprises qui n'étaient pas outillées pour le mettre en œuvre. Donc on a conventionné avec plus de 50 entreprises, nous les 50 plus gros employeurs pour faire simple du département, où on apporte notre expertise. Alors ça vient tout à fait en complémentarité avec vous, ce que vous disiez. Nous par exemple, il y a plusieurs niveaux d'intervention, mais le premier niveau, on fait le diagnostic. On prend de façon anonyme toutes les adresses de l'ensemble des salariés, le lieu où ils doivent aller travailler, et on regarde qu'est-ce qu'ils pourraient imaginer. Alors c'est pas toujours du transport public, hein, c'est souvent plutôt du covoiturage, parce que l'idée n'étant pas d'exclure la voiture de tout ça, hein, bien évidemment, l'idée étant peut-être plutôt qu'être tout seul dans sa voiture, parce que si vous posez au bord d'une route, quand vous voyez passer 100 voitures, il y en a 98 où il y aura une seule personne. Si demain, elle pouvait être 2 ou 3, d'un seul coup, vous diminuez par 3 le nombre de voitures. Et puis en plus, c'est économiquement meilleur, etc. Donc, on les aide à partir de ce diagnostic. On fait de la promotion et de l'information sur l'essai vélo, sur les différentes propositions qu'on peut faire. On a aussi du covoiturage un peu plus organisé. Et on a un abonnement pour tous ceux qui ont conventionné avec nous. Ils ont un pourcentage de diminution de frais sur l'abonnement qu'ils peuvent prendre pour T2C, que ce soit sur le tram ou sur l'autre. Donc c'est pour nous un levier, il y a 2 leviers en fait. Parce que quand on travaille sur la mobilité, on travaille sur des changements de comportement. Et donc, il y a un premier levier qui est un peu contraint, c'est celui des entreprises, puisqu'elles doivent se mettre en phase avec les lois. Et puis, c'est une demande aussi, je pense, des employés aujourd'hui. Et puis, il y a le levier de l'éducation. On travaille beaucoup avec les écoles, avec les collèges, parce qu'on pense que c'est, comme c'est de l'éducation, c'est à travers les enfants et les jeunes que l'on modifiera les comportements de leurs parents ou leur propre comportement en tant que citoyens demain. Et nous, à Orbimob, on travaille encore avec le SMTC et la métropole et on lance
tous les 6 mois un défi sur la métropole où on dit aux gens, est-ce que vous êtes cap ou pas cap de laisser votre voiture thermique, véhicule thermique en général, au garage, prendre des vacances et puis vous essayez tous les autres moyens qui existent sur le territoire, souvent méconnus. Et les retours qu'on a, c'est ben non, j'ai pris du plaisir à voyager de manière dépolluée, j'ai pris du plaisir à ne pas utiliser ma voiture tous les jours en autosolise, d'être dans les bouchons. J'ai fait des économies. Oui, c'était possible d'arriver à temps et en heure à mon travail, etc. Puisqu'en fait, on a lutté un petit peu contre des préjugés. Et on récupère tous ces éléments pendant les défis. On en a encore un à faire en novembre 2025. Et au bout de ces 2 ans d'expérimentation et de défis, on va faire remonter tous les éléments à la métropole et au SMTC pour leurs futurs projets, pour être en pleine collaboration. C'est-à-dire, si je peux me permettre, faire un petit témoignage personnel, j'ai participé au défi du mois de juin. Et effectivement, c'est possible. Moi qui suis un très fervent utilisateur de la voiture, j'ai laissé ma voiture pendant plus de 15 jours au garage pour échanger contre le vélo. Et comme quoi, je pensais que c'était pas possible, mais c'était faisable de venir travailler en vélo. Donc oui. Et puis d'ailleurs, j'ai pu constater qu'il y avait des gros progrès qui avaient été faits sur la métropole clermontoise en termes de mobilité cyclable. On a des pistes cyclables aujourd'hui que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes et qui sont très faciles à utiliser. Alors, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. On part de loin dans la métropole clermontoise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un plaisir de se déplacer en vélo et c'est possible. Donc oui, c'est finalement le but de ce défi, c'est finalement d'expliquer ça aux gens. D'expliquer et puis de montrer tout ce qui existe, notamment depuis l'année dernière, fin d'année dernière, on met en avant Clermove, l'appli du SMTC, qui est un nouveau MAS. Pour ceux qui connaissent, c'est comment je vais d'un point A à un point B avec n'importe quel mode de transport. Et en fait, avec cette appli, ça vous permet de dire je pars de tel endroit et je vais à tel endroit et on me propose toutes les options possibles, en vélo, à pied, en bus, en tram. Et en fait, tout ça, effectivement, les gens nous disaient mais moi, je ne sais pas comment faire avec ma voiture. Et avec cette appli, ils se rendent compte que c'est très simple. Et avec cette appli, vous avez le coût, si vous prenez le bus, etc., mais vous avez le coût carbone aussi, ce qui permet de faire prendre conscience aux gens que le moyen de déplacement, il a aussi un impact sur l'environnement, et que donc quelquefois on peut accepter de prendre 5 minutes de plus, mais on a moins d'impact sur l'environnement. Puis en plus, en ce moment, en tout cas, on prend parfois 5 minutes de moins en prenant le vélo ou les transports en commun que la voiture en heure de pointe. Oui, puis l'arrivée du vélo électrique a changé beaucoup de choses. Ouais. Surtout chez nous, c'est un peu pentu de temps en temps. Ça a ouvert cette utilisation de mode de déplacement à un public beaucoup plus large. Alors, d'ailleurs, je vais dériver un petit peu, mais c'est vrai que ces vélos, vous proposez aussi des abonnements de vélos électriques. Alors, c'est sur demande parce qu'il y a une forte demande justement de ces vélos-là. Ou est-ce que, pareil, la même question que tout à l'heure, vous avez pensé à redimensionner un peu ce service ? Alors, on l'a redimensionné plusieurs fois, puisqu'on est parti il y a 5-6 ans, on avait 100 vélos en location. Aujourd'hui, on en a plus de 1000, mais il y a toujours autant de gens sur la liste d'attente. Il y avait même 1000 personnes sur la liste d'attente. Donc, on a un peu changé notre réflexion en disant cette proposition, elle doit avant tout s'inscrire dans le mode « j'essaye ». Je ne veux pas acheter un vélo parce que ça coûte cher et je ne suis pas sûr de l'utiliser. Donc, le service C-Vélo, il doit être là avant tout pour dire essayez-le, c'est pas cher pendant un trimestre, pendant 6 mois, on va jusqu'au bout d'un an. Et au bout d'un an, j'arrête ma location. Je peux me réinscrire sur la liste d'attente qui a bien diminué du coup, ou sinon j'en achète un. L'idée étant plutôt de faire basculer les gens sur un nouveau mode, mais leur dire essayez-le, parce que vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Donc on a moins de personnes sur la liste d'attente et on touche plus de monde en ayant mis cette règle-là, puisqu'avant on avait des gens qui gardaient en location pendant 10 ans, puis il y a des opérateurs privés qui sont là pour ça, on n'est peut-être pas obligé de se substituer à eux. Alors, malgré tout ça, et malgré le fait aussi que Mickaël, manifestement, il laisse tomber sa voiture pour prendre son... Ça, c'est pour dire qu'elle ne l'a pas fait. J'étais d'ailleurs sur liste d'attente de ces vélos, et puis j'ai fini par acheter un vélo électrique. Ah ben, Bref, donc malgré tout ça, vous avez sorti une grande enquête la semaine dernière, donc, où on peut voir un peu les moyens de déplacement des Puy-de-Dômois et des Clermontois. Et on s'aperçoit que, alors si on prend, on va dire, plus de 200 communes autour de Clermont, il y a quand même 61,9% des déplacements qui sont effectués de façon motorisée. On en a 30,7% qui sont faits en mode actif, c'est-à-dire tout ce qui est marche et vélo, et enfin 7,3% en déplacement, donc en mode collectif. Et pour Clermont-Auvergne Métropole, là c'est 53% de déplacement en mode motorisé, 38% en mode actif et 9,6% en transport en commun. Enfin, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plus de la moitié des personnes qui utilisent encore leur voiture. Donc il y a encore du boulot en fait.
Oui, alors cette étude, elle est très intéressante. C'est une étude très importante. Elle se fait que tous les 10 ans. Il y a 10 000 personnes qui ont été interrogées, soit en vis-à-vis, soit par téléphone. Elle regroupe plusieurs territoires parce que l'idée étant pas d'analyser que ce qui se passe à l'intérieur de la métropole ou d'un autre territoire, c'est aussi les échanges entre les territoires. Et elle se fait tous les 10 ans, donc là elle vient d'être faite, ce qui nous permet de mesurer les évolutions. On s'est aperçu par exemple que les gens se déplacent un peu moins, c'est vrai partout en France. Alors, il y a un peu de télétravail, mais pas que, parce que la majorité des emplois peuvent pas être télétravaillés. Les étudiants se déplacent moins. Enfin, voilà, depuis le Covid, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un repli, en tout cas chez soi, et moins de loisirs, et on se déplace un peu moins. Et donc, tous ces territoires, ça nous permet, nous, élus, avec les chiffres globaux, mais aussi les chiffres par territoire, de définir les futures politiques publiques des 10 prochaines années sur ce qu'on va mettre en place sur les mobilités. Les chiffres sont très différents d'un territoire à l'autre. Si vous prenez la ville de Clermont, le taux de transport en commun est bien supérieur et la voiture un peu moins. Si vous êtes dans un territoire plus rural, la voiture est fortement mise en avant. Il y a des chiffres qu'il faut qu'on augmente. L'idée pour nous, par exemple, sur le périmètre du SMTC, c'est de descendre en dessous de 50% d'utiliser. On appelle ça des parts modales. C'est quels moyens on utilise. Donc le mode voiture doit être à peu près à 1 sur 2. Il faut qu'on descende un petit peu au-dessus. Il faudrait que le transport public passe à 14-15% et le vélo à 5-8%. On fixe ça dans un plan stratégique qui s'appelle le PDU, le plan de déplacement urbain, qui est comme le PLU, le plan local d'urbanisme. C'est des éléments stratégiques qui encadrent en tout cas les politiques publiques de chacun des élus. Et on est sur du long terme. Donc cette étude, elle est vraiment très intéressante. Il y a un site internet qui donne l'ensemble des données, qui est facilement consultable. Vous allez sur le site du SMTC, vous trouverez le bon lien. Et il y a aussi des documents tout publics et des documents plus pour les experts et plus pour les élus. Malgré tout, vous mettez des moyens, mais est-ce que vous pensez que les mentalités vont changer? Parce qu'au-delà de mettre des... Alors, c'est la première des solutions, on est d'accord, mais il y a aussi une question de mentalité. Comment vous allez inciter les gens justement à laisser leur voiture, peut-être à la garer dans un parking relais, à prendre le tram en suivant? Vous savez, le meilleur levier, je ne sais pas si je devrais le dire ici, mais le meilleur levier pour... vous savez de quoi je vais parler, mais le meilleur levier pour faire diminuer l'utilisation de sa voiture, c'est la question du stationnement. Moins vous avez de stationnement, plus vous êtes obligé de vous déplacer autrement. D'ailleurs, vous avez un bon exemple ici, je n'ai pas réussi à me garer, donc je me suis dit la prochaine fois, je viendrai autrement. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le stationnement et sur la localisation du stationnement. Si vous faites des parkings relais en bordure de métropole, c'est facile de garer sa voiture et derrière d'enchaîner avec un autre mode de déplacement qui peut être le vélo, puisque vous aurez des garages sécurisés pour les vélos, ou le transport. La question du stationnement est parce que c'est une contrainte en fait, et au cœur des modifications de comportement. Sinon, vous avez l'éducation, comme je le disais tout à l'heure, et puis les aides, les primes dont on parlait, ou aussi la question de la santé. Quand on a essayé le vélo, on s'aperçoit que c'est vrai, ça coûte moins cher d'abord, et puis en plus, c'est meilleur pour la santé. Donc, si on arrive à mettre en avant des arguments tels que ceux-ci, il y a des changements qui se font, même s'il y a des gens qui ne changeront jamais, mais c'est des questions de génération. On arrivera petit à petit. Il faut prendre le temps. Alors, Et est-ce qu'on a le temps? on embête les gens avec, entre guillemets, avec les parkings en moins, certes, mais vous avez aussi mis en place des choses incitatives, on va dire positives, comme par exemple les transports en commun gratuits le week-end. Est-ce qu'à un moment donné, ça a d'ailleurs été la question, je pense, que vous vous êtes posée, de les rendre gratuits complètement, comme ça a été le cas par exemple à Montpellier sur l'ensemble de la semaine. Mais est-ce que finalement c'est un système qui peut fonctionner réellement et est-ce que c'est viable économiquement? Alors, c'est vrai que depuis que Montpellier l'a fait, ça interroge toutes les collectivités. Après, pour en avoir discuté avec le maire de Montpellier, président de la métropole de la Fosse, qui l'a fait pour des raisons très particulières de reconstitution d'une cohérence territoriale autour de Montpellier, cette question de la gratuité, elle va être l'objet des prochaines municipales, je pense, des programmes des prochaines municipales. Nous, on est sur un système mixte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est gratuit le week-end. On a une augmentation de 50% des utilisations le week-end, donc ça prouve que ça marche. Avec une découverte pour certains du système de transport public et donc qui ont pu aussi prendre des abonnements pour la semaine. Et on a un système sur le reste des abonnements qui est avec une tarification solidaire, c'est-à-dire qui n'est pas lié à votre statut, mais elle est liée à vos revenus. Donc en fonction de ce que vous gagnez, en fonction de votre quotient familial, vous avez
un abonnement plus ou moins cher. Et je rappelle que l'abonnement le moins cher pour des gens qui sont au RSA, etc., c'est 4 € par mois. Et avec on peut prendre le bus autant qu'on veut. Donc voilà, les deux systèmes, je dirais pas s'affrontent, mais en tout cas, ces deux systèmes sont portés politiquement de façon différente. Et puis il y a la question des finances, comme vous le disiez, parce que si demain on mettait l'ensemble du réseau gratuit, alors moi j'hésite de dire maintenant que c'est gratuit, je dis c'est gratuit pour l'utilisateur, puisqu'il y a quand même quelqu'un qui paye pour que les bus et les trams fonctionnent, et on serait sur une recherche entre 15 et 20 millions d'euros par an, donc qui pourrait se faire au détriment d'autres politiques publiques. Et après, c'est des choix politiques qui se sont Au faits. détriment du service en lui-même, d'ailleurs. Ou au détriment du service. Mais si vous mettez le service gratuit et que vous ne pouvez plus le rendre, c'est explosif. Donc voilà, c'est des équilibres à trouver, c'est des choix politiques. Je pense que les prochaines élections municipales traiteront de ces questions-là et on aura l'occasion d'en reparler pour ces échéances-là. Vous avez employé le terme santé. Et justement, Françoise Perret, c'est un aspect sur lequel vous vous placez également pour inciter les gens à se déplacer différemment. Oui, nous on prône d'abord la marche, en disant il y a trop d'hypersédentarité. Nos adhérents, qui est l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité sportive, physique et sédentarité, je crois, nous fait régulièrement des conférences et nous alerte sur des problèmes de diabète qui n'existaient pas auparavant, sur des jeunes en surpoids. Et au fait, on se rend compte qu'on est une génération, au fil du temps, on a eu beaucoup de progrès techniques, mais du coup, on a oublié de marcher. Donc nous, on prône beaucoup ça. Et il y a beaucoup de gens dans notre domaine des transports et de la mobilité qui prennent le 15 minutes à pied en ville. Et nous, on a tendance à dire, oui, posez votre voiture en parking relais, faites-le à pied. En fait, 15 minutes à pied, vous avez le temps de passer un coup de fil. Moi, évidemment, pas quand on a un caddie chargé, etc. Mais n'empêche que ça fait beaucoup de bien. Et on parlait du vélo. Voilà, nous, on va dire tout ce qui est mobilité active, on le recommande fortement. Il y a un terme que vous avez employé tous les trois, qui est méconnaissance. Finalement, le problème, est-ce que c'est ça? C'est qu'on a peur. C'est vrai que l'homme a peur du changement, il s'adapte, mais il a toujours peur du changement. C'est ça, en fait, la base, on va dire, du problème? Cette méconnaissance-là? Peut-être une partie de la base. Une partie de la base. Mais effectivement, M. Rage, vous parliez tout à l'heure de l'éducation, mais on parle de l'éducation pour les enfants, mais aussi de l'éducation pour l'ensemble des utilisateurs ou des citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, l'éducation à prendre un vélo plutôt que de prendre un véhicule thermique ou un véhicule électrique, peu importe, de marcher plutôt que de prendre une voiture aussi, mais aussi effectivement une méconnaissance, enfin nous on le voit dans les entreprises, une méconnaissance du véhicule électrique, j'en reparlerai encore, mais la méconnaissance, parce que du coup, les gens ont tellement d'a priori aussi sur le véhicule électrique, c'est compliqué à utiliser, que ça va pas loin, que c'est difficile à brancher, à débrancher, alors qu'en fait, des fois, des petites formations flash d'un quart d'heure, 20 minutes pour dire comment ça marche, on va dire en mode un petit peu l'émission qu'il y avait sur France 3 à l'époque. Mais du coup, en fait, c'est quelque chose de très simple. Et aujourd'hui, c'est effectivement de la méconnaissance qui inquiète. Aujourd'hui, c'est ce qui inquiète le plus dans le changement. Vous en parliez tout à l'heure. Effectivement, le changement inquiète toujours. Donc là, faut rassurer les gens. Il faut rassurer les chefs d'entreprise, les utilisateurs, les collaborateurs, les partenaires. Et du coup... Je dirais qu'il y en a même qui ont peur qu'on les prive de leur liberté de déplacement, en fait. Bien sûr. Et donc, du coup, ils se disent, mais moi, je ne serai plus aussi libre qu'avant de prendre ma voiture. Alors que, comme toute transformation, nous, on travaille sur les innovations beaucoup. Donc, on essaye de trouver, en fait, toutes les startups qui peuvent imaginer des mobilités de demain. Et c'est vrai qu'on voit des innovations aujourd'hui où on se dit, on n'est pas encore prêt à ça. Mais si ça arrivait, ça permettrait de désengorger les autoroutes. Ça permettrait de remplacer parfois la voiture sur des trajets aériens. Nous, on travaille aussi beaucoup sur la logistique parce que depuis tout à l'heure, on parle que de la mobilité des personnes, mais on essaye aussi de faire un gros travail sur la mobilité des biens parce qu'on a beaucoup de tracteurs, de camions sur les routes et ça aussi, il faut qu'on arrive à en enlever. Et c'est pas simple d'arriver à faire basculer parce qu'effectivement, on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, comme les voitures électriques, moi, la première, quand je suis montée dedans, je vous avoue que je n'étais pas fière en me disant comment ça marche. Je suis dans un avion de chasse par rapport à la petite voiture habituelle. Mais c'est comme tout, il faut passer le pas. Donc nous, on essaye de faire des ateliers, des démonstrations. On est beaucoup sur la sensibilisation, effectivement, pour rassurer.
Je pense aussi qu'il y a la notion de simplicité qu'il faut qu'on mette en œuvre, parce que les gens aujourd'hui vivent dans une société complexe, et si on rend simple, la gratuité ça fonctionne par exemple, c'est pas que sur un aspect financier, ça fonctionne parce que c'est simple, parce que vous rentrez dans le véhicule, vous posez pas la question, est-ce qu'il faut que j'achète un truc, ou est-ce que je valide, etc. Donc il faut que les choses soient simples. Les stations C-Vélo par exemple qu'on a mis en place, elles sont simples en fait, une fois que vous avez compris, elles sont simples. Prenez votre vélo, vous le reposez, et ça fonctionne de façon très importante. Et puis je crois qu'il faut qu'on travaille, notre société, il faut elle conceptualise la question du temps passé. Et le voyage, le déplacement peut être un voyage qui nous donne du temps. Par exemple, là, on a mis, je crois depuis cette semaine, dans le tramway, vous pouvez prendre un QR code et lire le premier chapitre d'un livre. Et du coup, d'un seul coup, votre transport, il vous permet autre chose. Alors là, c'est pas différence voiture électrique ou thermique, mais je pense qu'il faut qu'on mette en avant des éléments qui peuvent faire apprécier la vie autrement par les gens. Quand vous êtes en covoiturage, pareil, vous pouvez faire des choses. Quand vous prenez le train, si vous pouvez, d'ailleurs, la demande des gens qui vont à Paris, c'est d'arriver à l'heure, bien évidemment, mais c'est de pouvoir travailler dans le train. Donc il faut qu'on donne une utilité, mais qui peut être une utilité politique, poétique, pardon, pas politique, poétique, déformation, poétique ou fonctionnelle, mais voilà, je crois qu'il faut qu'on travaille sur cette question du temps et du voyage qui font partie maintenant de notre vie. C'est pas la destination qui compte finalement, c'est le voyage. Exactement, c'est comme pour les vacances. Oui, nous on en parle avec les acteurs du tourisme, effectivement, et de se dire il faut que le voyage il commence du moment où on pose, on ferme la maison, qu'on prend ses valises, et que en fait au lieu de se dire ça commencera quand je serai arrivé à destination, non, ça commence dès le début, et c'est une aventure. Et donc, si finalement on se projette, parce que là, ça y est, on est en train de commencer à voir un peu, à dessiner le futur des mobilités autour de Clermont-Ferrand, mais si on se projette encore un peu plus loin, dans une dizaine d'années, on va dire vers 2035, comment vous verriez, chacun d'entre vous, la mobilité à Clermont-Ferrand ? Très multimodal. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est vraiment qu'on utilise tous les moyens de transport et que c'est très simple. C'est-à-dire que j'achète un billet unique et puis je peux prendre mon bus, mon train, poser ma voiture en parking relais, finir à vélo. Ouais, une mobilité qui serait adaptée à la situation de chacun, qu'elle soit géographique, parce qu'on n'aura pas le même mode de transport si j'habite au pied du Puy-de-Dôme ou place de Jaude, qu'elle soit financière ou qu'elle soit même physique, pour qu'elle soit inclusive. Donc trouver un panel de mobilité qui correspond à tout le monde. Oui, je rejoins un peu tout le monde. Effectivement, une mobilité multimodale pour les entreprises, avec aussi bien donc, la mobilité active, du vélo, du transport en commun, du véhicule électrique, du véhicule thermique, du véhicule à hydrogène, et toutes les nouveautés qu'il y aura encore d'ici là. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a pas une solution. En fait, c'est une solution globale que l'on doit s'attacher à trouver tous ensemble, on va dire, aussi bien les entreprises, les particuliers, les pouvoirs publics, les associations, etc. Très bien. Alors, maintenant, on va passer sur un petit moment un peu plus, on va dire, un peu plus détendu. Vous avez tous pu apercevoir ce petit buzzer rouge au centre de la table, qui est un buzzer qui permet de jouer au quiz Speak to Me. Donc, l'idée, c'est qu'on va vous poser des questions et celui qui a la réponse appuie sur le buzzer et pourra y répondre. En général, on dit qu'on a gagné un petit croissant offert lors de l'inauguration au SPIC. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est plus. C'est toujours bon à prendre. Ouais, c'est toujours bon à prendre, et puis c'est plutôt pour la gloire éternelle. Hein. On sait bien que. Oui, un petit café quand même. Ouais, avec un petit café, on fera un effort. Ne sois pas radin. Alors, première question. Que signifie concrètement l'acronyme LOM, donc l'homme, dans le contexte de la mobilité en France? Allez-y, vous battez pas surtout. Ils le veulent leur croissant. Donc, loi d'orientation des mobilités. Tout à fait. Donc, adoptée en 2019, donc, cette loi a pour objectif de reformer en profondeur la politique des transports en France. Bravo, Françoise. Le croissant s'approche. Quel est le pourcentage de réduction des émissions de CO2 visé justement par cette loi d'ici 2030 dans le secteur des transports? Plus complexe. Ouais. Le croissant s'éloigne. Ouais. C'est le plus proche qui gagne ou... On peut jouer à celui qui est le plus proche. Bon, allez, on va être magnanime. Petit A, 10%. Petit B, 20%. Petit C, 28%. 28. 28, on doit être vers 30, oui, c'est ça, ouais.
28%. C'est très précis. Par contre, il faut buzzer, il faut que ça... Ah. sinon il n'y a pas le croissant. Il l'a dit. Voilà qui l'a dit. Merci. Un partout. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai plus droit au croissant. Ah, vous n'avez plus droit au croissant. Du Non. coup, il va répondre à aucune question. On vous laissera le café. Hein. Quel dispositif introduit par cette loi vise à encourager l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail? C'est le forfait mobilité. Voilà. Exactement, ouais. Forfait mobilité qui change la relation que les entreprises ont avec leurs agents, justement, pour les accompagner dans leur changement de mode de mobilité. Donc voilà. Tout à fait. Alors d'ailleurs, il y a une différence entre privé et j'imagine public, hein, parce que pour les secteurs privés en tout cas, les employeurs peuvent verser jusqu'à 900 € par an aux salariés utilisant des modes de transport durables comme le vélo et le covoiturage. Donc ce forfait est exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite fixée par la loi. Et de la même façon, l'entreprise peut prendre à sa charge une partie de l'abonnement T2C. Et il y a même des entreprises aujourd'hui qui sont à 75-80% de prise en charge. C'est quasiment gratuit pour les gens, ce qui complexifie le débat sur la gratuité du coup. Parce qu'il y a des gens qui... Voilà. Et puis la dernière question, François Rage y a déjà répondu lors de l'émission. Quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre attribuées au secteur des transports en France? On va voir si mes collègues m'ont écouté. Et si j'avais la bonne réponse. Ils n'ont pas été attentifs. Hein. Désolé. Ah, moi, je vais pas dire une bêtise. Bon, bah, du coup, t'es aussi. François Rage, malgré tous ses efforts, remporte le croissant et le café, puisque. 30%. Exactement, 30%. Oui. Ouais, ce qui est énorme. Donc, cette émission prend fin, touche à sa fin. On vous remercie tous les trois, en tout cas, pour vos éclairages précieux sur le sujet. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à le partager et à revenir écouter tous les épisodes du Speak. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous tous. Merci. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Speak. Pic, Le Speak. quand l'économie prend la parole. Le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne.